Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. Attention, c'est le débat. Mais prends pas ça pour du cash. Vous êtes de plus en plus, by the way, à nous écrire, puis on l'apprécie beaucoup. Vous êtes souvent pas d'accord. Est-ce que c'est ce que je vois? Vous n'êtes pas d'accord avec certains de mes propos. En tout cas, dans mon cas, ça arrive souvent. Mais continuez à le faire. Puis, by the way, moi, je réponds à tout le monde. Moi, je suis la voix de la raison, Philippe. Mais moi, je me permets de répondre à tout le monde, même quand on n'est pas d'accord. Puis aujourd'hui, le débat est teinté d'une question ou de quelque chose que quelqu'un m'a écrit. Alors, hier, j'ai reçu un message d'Alain Boisvert à qui je dis allô, qui me signifiait qu'il n'était pas très d'accord avec ma position concernant les crédits d'impôt que le gouvernement fédéral versait pour aider les moins nantis. Puis la discussion a tourné un peu sur l'évasion fiscale et pourquoi qu'on ne devrait pas mettre une taxe sur les super riches. Donc, de taxer plus les super riches. Alors, Francis, je me demandais ce que toi t'en pensais. Taxer les super riches. Philippe, vaste question. On n'aura pas assez de temps aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'en pense? Ben, déjà, il faut définir c'est quoi un super riche, là, tu sais. Puis tu te rappelleras, lors de la dernière campagne électorale, Québec solidaire avait quand même fait une montée une de sortie, bouclier. ouais, il y sortie. avait une proposition, puis ça avait été assez mal reçu par le public de manière générale, parce qu'il situait... Puis c'est drôle, on parlait du groupe UOT et tout ça, les millionnaires de Québec. Mais tu sais, je veux juste dire, moi, je suis né début des années 80. Quand j'étais jeune, un millionnaire, Phil, c'était comme $1 million, là, avec, comment il s'appelle dans Austin Powers. C'était $1 million. Juste l'inflation fait en sorte que la valeur de l'argent se déprécie avec le temps. Aujourd'hui, $1 million, ça reste comme une bonne quantité d'argent. Mais beaucoup de retraités, beaucoup de professionnels, infirmières, pompiers, policiers, ils ont des fonds de pension généralement qui sont supérieurs à $1 million. Pourquoi? Parce qu'un $1 million placé en bourse, ça fait à 4, 5, 6 %, ça fait 60 000 $ par année. C'est pas mal ça, ton fonds de pension. Fait à quelque part, les super riches, c'est qui? Fait qu'on va mettre de côté la barre du $1 million. Mettons qu'on parle de gens qui valent 50 millions de dollars, OK? Fait que là, on va dire ça. Actif net, actif net. C'est ça. Après, tu sais, on parlait des inégalités qui croissent, là. Fait que, tu sais, les inégalités, c'est toujours compliqué parce que est-ce qu'on parle des inégalités de revenus ou des inégalités d'actifs? Est-ce qu'on veut imposer les gens qui gagnent beaucoup d'argent ou les gens qui ont beaucoup d'argent? En France, il y avait un truc qui s'appelait l'impôt sur la fortune, l'ISF. Je sais pas si tu connaissais un petit peu. Mais tu devais chaque année déclarer tout ce que tu avais, une maison, un char, je sais pas, un ordinateur, je sais pas c'était quoi les catégories de biens, et de l'autre côté, ce que tu devais, là, ton hypothèque, ton prêt auto, des prêts personnels, et sur la différence, donc ta valeur nette, si c'était au-deçà de tel montant, tu avais un petit impôt, là, 0,5 %. Mais tu sais, 0,5 % d'un million, mettons, là, si tu avais $1 million, c'était 5 000 $. Puis $1 milliard, c'était bien des millions. Fait que, tout ça pour dire, il y a plusieurs avantages à le faire, je pense, mais il y a aussi beaucoup d'avantages ou d'inconvénients à taxer entre guillemets, les super riches. Puis je suis pas ici en train de faire l'apologie des milliardaires, là, je vais être très clair, mais la première chose, c'est que les gens riches, somehow, ils utilisent cet argent-là, tu sais, c'est pas Picsou, là, ils nagent pas dans des billets de 5 $, là, puis des toonies, là. Les gens qui ont de l'argent, généralement, c'est de l'argent qui est investi. Et donc, si on impose ces gens-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'argent qui est investi en bourse, dans des entreprises productives, en bons du trésor, puis on fait juste le capter dans l'État, qui est entre toi et moi un très mauvais gestionnaire d'argent, right? Fait que si j'avais 1000 $ ou 100 $ à allouer dans l'économie, je préférais le donner à des gens qui savent gérer l'argent, compétents, qui savent quoi faire, de l'investir leur propre argent dans les entreprises productives, que de le donner à l'État pour faire un peu n'importe quoi. Deuxième chose, évidemment, c'est que si on revient toujours aux super riches, là, donc je parle pas des gens qui ont 1 million, là, je parle vraiment des gens qui ont 25, 50, 100 millions, là, très, 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 très riches. L'enjeu, c'est que généralement, ces gens-là, puis leur argent, il est mobile. Plus que toi puis moi. Moi, j'ai mon petit compte à la caisse puis un compte à d'autres banques. Là, mais tu sais, demain, tu changes le taux d'imposition. Francis, Bibi, là, il va pas se déménager en Israël ou au Sénégal ou whatever. Mon argent, il est comme attaché ici, à ma maison ici, à ma famille ici. Quand tu as 50 millions, Phil, quand tu as 100 millions, Phil, c'est quand même un petit peu plus facile de prendre ton jet privé puis d'aller t'ouvrir un compte à Genève. T'sais. Fait il y a une question de mobilité internationale du capital qui est juste accessible à un certain niveau. Et donc, quand tu deviens un pays
pays qui est défavorable du point de vue fiscal. Puis la France l'a beaucoup vu. Hein? Gérard Depardieu, à un moment donné, il s'était réinstallé en Russie de tous les pays. C'est quand même une drôle de décision. Mais ça reste que quand tu arrives à ce point de vue de richesse-là, une différence de quelques points de pourcentage, ça va carrément faire une fuite des capitaux. Donc, au net, tu vas gagner moins d'argent comme État. En fait, moi, j'en parle publiquement. Là. Mais pour ma part, je suis très, 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 très loin d'un super riche. Par contre, moi, tu m'ajoutes 1%. Je suis rendu à ce niveau-là. Je paie déjà 52,9 de taxes sur mon revenu. J'ai des charges qui sont astronomiques pour être au Québec. Astronomique, là, que tu n'as pas dans d'autres... riche. Mais tu emploies quelqu'un, ça coûte 18 etc. Là, je contribue à l'économie, mais je pourrais aller me baser en Alberta, là, by the way. Là. Pas, t'as parlé d'Israël. Ouais. Juste en Alberta. Changer de province. Juste changer de province. Je dégage plus de profitabilité que je ne m'achèterai pas un jet privé avec. Moi, je vais engager un employé de plus. Je comprends. À un moment donné, au Québec, on est les plus taxés en Amérique du Nord. Je fais quand même le débat un peu avec moi-même, Phil, puis je vais te donner par contre des arguments pour. Puis tu sais, là, je veux pas faire. Mais tu sais, je pense qu'il y a donc justement plein de stratagèmes qui font que les gens qui ont beaucoup d'argent payent souvent moins d'impôts que ce qu'on pourrait considérer leur juste part. Et je sais pas si tu connais, il y a un économiste français qui s'appelle Thomas Piketty. P-I-K, là, Piketty, qui a écrit un livre super intéressant, puis qu'en fait, ce qu'il montre, c'est que les inégalités augmentent dans beaucoup de pays occidentaux depuis la Deuxième Guerre mondiale, puis qu'à quelque part, la guerre, elle a été une période où tout le monde était très concentré sur un objectif, gagner la guerre, puis ça a donné au gouvernement, en France, au Canada, aux États-Unis, partout, vraiment des pouvoirs très forts de capturer beaucoup de richesses pour fabriquer des armes, là, grosso modo, pour gagner la guerre. Mais dans certains pays, les taux d'imposition marginaux étaient de 75 ou 80 %, mais au-dessus de 1 million de revenus, là, tu sais, vraiment à des très, très hauts niveaux. Mais ça reste que aujourd'hui, quand on entend des partis comme Québec solidaire ou comme en France, tu sais, le parti de M. Mélenchon, là, la France insoumise, parler de ces taux-là, on est comme, mais de quoi tu parles, 75 % de taux marginal d'imposition? Mais ça reste que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a vu une décroissance très rapide des inégalités. Puis ça veut pas dire qu'il y avait plus de riches. En France, il y a bien un pays où il y a beaucoup de riches, tu sais, avec tout le patrimoine, immobilier, des centaines d'années derrière. Mais encore une fois, ça a été un grand contributeur. Puis là, l'enjeu actuellement qu'on voit au Canada, aux États-Unis, dans tous les pays développés, c'est que les inégalités sont reparties à la hausse. Puis là, ça fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça fait 70 ans que ces inégalités-là se creusent. Et ça pose la question, à un moment donné, Phil, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, à un moment donné, les gens pauvres vont être très, 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 très pauvres, puis les gens riches vont être très, 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 très riches. Puis cette inégalité-là, moi, je pense qu'il faut des inégalités dans la société. Il y a des gens qui vont à l'école, il y a des gens qui travaillent plus ou moins fort, etc. Mais il faut pas trop... Il y a comme un juste niveau d'inégalité. Puis là, on est en train de passer un peu de l'autre bord de la frontière des inégalités. C'est-à-dire que ça devient destructeur du tissu social. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, évidemment, une autre proposition, tu sais, je sens m'être obsédé par Québec solidaire ce matin, mais une autre proposition qu'ils avaient faite, j'étais assez contre de la manière qu'ils l'ont amenée, mais sur le principe, l'idée, par exemple, de taxer les héritages, d'imposer les héritages. Plusieurs disent, j'ai payé de l'impôt toute ma vie, après impôt, j'ai économisé de l'argent. Pourquoi est-ce que je serais imposé encore une fois à la fin? L'enjeu, Phil, c'est que tu sais, toi comme moi, que tu sais, un gosse de riche, hein, quelqu'un qui part dans la vie, que ses parents lui lèguent des millions et des millions, il y a quand même un petit avantage sur le voisin d'une famille pauvre qui part dans la vie avec $0, puis qui, oui, le rêve américain, là, mais à un moment donné, c'est plus facile de partir dans la vie avec 1 million qu'avec 0, là, si tu veux. Puis c'est le syndrome Donald Trump. La meilleure façon d'être milliardaire, c'est de partir avec 2 milliards puis d'en perdre 1. Là, Et donc, ça pour dire que d'imposer l'héritage, peut-être à des très, très, très petits taux éventuellement, un peu comme l'impôt sur la fortune dont je parlais, des 0,5 % ou 1 %. Tu lègues 100 000 $ à ton enfant, à ton décès, 50 000 $, on va te charger 500 $, 1 000 $ d'impôt. C'est pas beaucoup, mais au moins graduellement, on habituerait les gens à ce que le fait que l'héritage soit minimalement imposable, puis après ça, on pourrait trouver un juste niveau d'imposition. Mais je pense qu'il y a aussi, il faut s'attaquer de façon plus agressive à l'évasion fiscale. Okay? Il y a des études qui démontrent qu'il y a 7,5 milliards par année qui sont pas perçus par l'État canadien, par des compagnies qui utilisent de l'évitement fiscal extrêmement agressif. Alors, c'est peut-être aussi une chose
quelque chose de bon d'aller le chercher dans le poche de ces entreprises-là qui font de l'évitement fiscal agressif. Tout à fait, Phil. Après, l'enjeu que je vois, puis je suis tout à fait d'accord avec toi sur le principe. L'enjeu avec l'évasion fiscale, souvent, c'est que c'est fait bien, hein, ou plus ou moins bien, mais en tout cas bien, souvent fait avec la complicité d'avocats, de fiscalistes, de comptables de haut niveau, qui ont des sociétés offshore, puis des coquilles, etc. Puis ça coûte en frais de fonctionnaires, de recherche, d'enquête. Ça peut prendre des années faire la preuve. Ça doit aller devant des juges. Et au final, tu passes 5 ans à enquêter un dude qui a évasionné, je sais pas, 5 millions, 10 millions. Ça t'aura coûté 3-4 millions de frais. De frais, ouais. Je suis totalement en faveur pour l'exemple, mais cette idée qu'on va trouver des milliards en luttant contre l'évasion fiscale, il faut le faire pour l'exemple puis pour décourager ceux qui le font, mais juste, c'est pas une manière nécessairement de générer spontanément. Cette idée-là que souvent on entend, là, encore une fois, dans certains partis politiques, mais l'évasion fiscale, il y a juste à aller le prendre. Là, c'est pas un pot d'argent. Obama, le président américain, avait, lors de son premier mandat, avait fait, je ne sais pas comment il l'avait fait, mais il avait permis à des riches familles américaines de faire une déclaration volontaire. De payer l'impôt. Non, mais tu disais, hey, j'ai placé de l'argent à l'étranger, je veux le ramener, puis tu payais genre, oui, quelques points là, en termes de pourcentage, mais tu ramenais tes fonds pas au Canada, mais aux États-Unis, mais tu passais sous le radar de poursuites pénales potentielles. C'est peut-être un programme comme ça. Hey, on l'a fait dans la corruption avec les déclarations volontaires. Oui. On devrait peut-être faire ça au Canada. C'est un vaste chantier et pas simple, évidemment, mais en tout cas, pour ou contre taxer les super riches, c'est pas simple, mais il y a certainement des mesures qu'on peut imaginer ensemble, des améliorations à apporter. Puis des pauvres, il y en aura toujours. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca. Tu comprends rien? Prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions. Petite question, on a parlé dans d'autres segments de l'émission des super riches, les taxes, etc. On a une question du public. Merci pour cette question. Quels sont les items qu'il ne faut pas oublier dans un budget? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se faire un budget qui tienne la route? Question de José de Rosemère. Merci, Phil. Écoute, je vais répondre par la deuxième partie. Je vais commencer par la deuxième partie de la question. Pourquoi c'est difficile de se faire un budget? Puis, tu sais, moi, j'ai carrément donné des cours de finances personnelles à des jeunes. Tu sais, toi puis moi, on en a parlé souvent de gestion financière. En fait, tu m'as aidé moi-même à 47 ans. Budget. Bon, pourquoi c'est difficile? Première chose, beaucoup de... Puis là, je vais parler des gens. Là. On pourrait faire tout un topo sur la finance des entreprises, mais pourquoi c'est difficile de se faire un budget? Parce que beaucoup de gens utilisent des données approximatives. Je te demande combien tu dépenses dans X, Y, Z, combien de crème glacée, d'épicerie, de logement, de char. T'en as aucune idée. T'en as aucune idée. Puis souvent, les gens payent cash. Fait combien t'as mis de gaz? Je sais pas, 40$ par-ci, 20$ par-là. Puis là, tu sais, Phil, qu'il y a 52 semaines divisé par 12 mois. Fait qu'il n'y a pas 4 semaines dans un mois. Il y a 4,33 semaines dans un mois. Fait que là, le monde, ils disent, il y a 4 semaines. Je prends ma semaine, je multiplie par 4. Mais de temps en temps, il y a une 5e semaine dans le mois. Fait que, tu sais, ça gosse quand même. Hein? Comme entrepreneur, je sais c'est quoi, parce qu'il y a des mois où est-ce que tu as 3 payes. Je vais revenir là-dessus. Fait que les données approximatives. Deuxièmement, vous avez une feuille de calcul. Fait qu'il manque des choses. Fait que c'est pas juste... ton essence est approximative, mais en plus, tu oublies que de temps en temps, tu t'achètes une paire de running. De temps en temps, je sais pas, tu vas voir un concert. Fait que tu oublies carrément des affaires. Troisième chose, donc vous incluez pas toutes les dépenses. Vous perdez le fil des fois. Puis vous faites pas d'épargne. Fait que c'est sûr que si tu as un budget très, très, très serré, éventuellement, t'arrives jamais à mettre une pièce de côté. Quand il y a un imprévu, ben là, t'es squeezé. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire, Phil? Il faut se faire un budget revenus et dépenses. Puis là, revenus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ton salaire. Tu parlais du côté entrepreneur, mais moi, du côté salarié, faut pas oublier que dans une année, si vous êtes payé aux 2 semaines, comme le sont beaucoup de Québécois, il y a 2 mois dans l'année où tu as 3 payes. Fait que c'est intéressant de considérer que dans ton budget, il y a 2 fois par année que tu as comme une 3e paye, puis il y a l'autre affaire, si vous êtes au-delà d'un certain niveau de revenu, il y a les petites payes puis les grosses payes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans l'année, souvent autour de l'été, tu as réussi à payer la pleine cotisation RRQ, etc. Donc ça, à considérer. Après ça, il y a les gens qui font des petites job-ins à côté, qui ont peut-être des petits investissements, des dividendes, considérer ces revenus-là, etc.
Du côté des dépenses, c'est important, comme je disais, d'être exhaustif. Puis ça, j'incite les gens, si vous voulez faire un budget, prenez un mois puis arrêtez de payer cash. Puis je suis pas pour ou contre le cash, mais prenez un mois puis mettez tout sur une carte de débit ou une carte de crédit. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, tu peux dire du 1er juillet au 31 juillet, voici toutes mes dépenses. Et donc, qu'est-ce que vous payez? Bien évidemment, le logement, c'est facile. Ça, vous faites un chèque, vous payez, je sais pas comment. Le transport, fait que l'essence, le transport en commun, l'entretien, les réparations, l'assurance, etc. La nourriture, ça, c'est assez facile. Incluez l'épicerie, les repas, etc. Et après, tout le reste, services publics, électricité, eau, gaz, etc. La santé, l'éducation, le divertissement, les soins personnels, les dettes, l'épargne. J'essaie de finir, Phil, mais faire un budget, c'est une job un peu de moine. Et donc, faites un mois d'échantillon, essayez d'être représentatif. Puis, si vous avez besoin d'aide, honnêtement, il y a toutes les institutions financières qui ont des conseillers financiers. Il y a des gens, tu sais, comme moi. On a même reçu dans un autre épisode la présidente de l'IQPF, l'Institution québécoise de planification financière. Mais qui a des cours. Qui a des cours, puis il y a des trucs en ligne. Donc voilà, c'est pas très difficile et il y a beaucoup de ressources pour vous aider à faire un budget, mais de grâce, faites-le, prévoyez.